On est live sur Facebook. Donc, tout le monde, bien, vous avez vu, on a reçu une notification qui nous dit que la rencontre d'aujourd'hui est enregistrée. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je vous demande de garder vos micros éteints pour être sûr qu'on puisse garder l'enregistrement possible pour tout le monde. Si vous voulez également garder votre caméra éteinte pour s'assurer que la bande passante fonctionne bien. Donc, on est en direct sur Facebook, sur la page Facebook de la Ligue des droits et libertés, et on est en enregistrement pour un visionnement redifféré. Je vais commencer par me présenter. Mon nom est Catherine Descoteaux. Je suis coordinatrice de la Ligue des droits et libertés. Je vous souhaite la bienvenue à ce panel qu'on tient dans le cadre du 5e anniversaire des attentats à la Grande Mosquée de Québec. Je suis heureuse de voir que vous êtes en si grand nombre ce soir. On parle quand même de plus de 70 personnes qui assistent à la rencontre actuellement. Je ne sais pas combien vous êtes sur Facebook en plus. Je vais commencer par faire un petit mot sur le territoire sur lequel les bureaux de la Ligue se trouvent. Évidemment, on est en visioconférence, donc pas tout le monde se trouve à Montréal, mais nos bureaux à la Ligue se trouvent là. Dans son travail de promotion et de défense des droits humains pour tous et toutes, la Ligue des droits et libertés s'est donnée comme mission de sensibiliser les populations autochtones aux enjeux liés à l'autodétermination des peuples autochtones. C'est pourquoi nous tenons à reconnaître que nous sommes ici en territoire autochtone non cédé, nommé Tiohtià:ke, Montréal, qui est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et également aujourd'hui une population autochtone diversifiée avec plusieurs autres communautés qui y habitent également. C'est donc dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble ce soir et que nous reconnaissons les relations continues entre les populations autochtones et les autres communautés de Montréal. Donc, le panel d'aujourd'hui, c'est une création du Comité racisme, exclusion sociale et laïcité de l'État, qui est un comité de militants et militantes de la Ligue des droits et libertés. Mais particulièrement, ce comité-là a été créé par deux militantes qui ont créé un sous-comité d'organisation. Je parle de Martine Éloi et Fela Hadjikadour, que je remercie pour leur travail et leur implication. Aujourd'hui, si vous avez des problèmes techniques, la personne à contacter, c'est Linda Kellil. Elle est présente actuellement sur Zoom. Elle a écrit aussi soutien technique dans son nom, donc vous pouvez la retrouver facilement. Si vous avez un petit bug technique, n'hésitez pas à lui écrire en privé dans le chat, elle va pouvoir vous aider. Je remercie aussi les membres de la permanence de la Ligue, Karina et Elisabeth, pour leur soutien dans la préparation du panel. Donc, la Ligue des droits et libertés, elle a été fondée en 1963, donc elle aura bientôt 60 ans. Elle vise à faire connaître, à défendre, à promouvoir l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance des droits reconnus dans la Charte internationale des droits de l'homme. Ces activités vont être surtout d'intervenir auprès des instances gouvernementales pour dénoncer des situations de violation des droits de la personne, mais elle va faire aussi de l'information, de la formation, de la sensibilisation et des campagnes pour faire connaître le plus largement possible les enjeux de droits humains. Je vous invite à devenir membre de la Ligue des droits et libertés. Linda va vous mettre un lien dans le chat pour pouvoir avoir accès au lien pour devenir membre. Ça va nous permettre de créer d'autres activités comme on crée celle de ce soir. Donc, pour ce soir, vous allez constater qu'à l'animation, Nesrine Bessaï n'est pas présente. Elle a eu un empêchement pour ce soir. Donc, l'animation va être effectuée par Fela Hadjikadour, qui est justement une militante de la Ligue et membre du CA, et moi-même. On va ensuite aller avec une petite présentation de chacune de nos trois panélistes invités et glisser ensuite vers une période de discussion générale. Monia Mazir est connectée depuis la Tunisie actuellement. Elle est en voyage là-bas et à cause de la COVID, elle est restée coincée là-bas. Donc, elle va devoir nous quitter vers 19 h. Pour elle, il va être 1 h du matin. Donc, c'est très respectable comme heure pour aller se coucher. Et ensuite, il y aura une période de questions à la fin dans le chat. Je vous rappelle que les commentaires racistes, irrespectueux, islamophobes ne seront pas tolérés. On souhaite vraiment que la discussion soit empreinte de respect et de bienveillance et que nos panélistes aient tout l'espace pour être capables de parler des sujets sensibles qu'elles vont aborder ce soir. Comme je vous mentionnais au début, l'événement est diffusé en direct sur la page Facebook de la Ligue et va être rendu disponible sous peu aussi en différé. Donc, je laisserai la parole à Fela Hadjikadour pour présenter la soirée. Oui, merci beaucoup Catherine. Bonsoir à toutes et à tous. Comme tu le rappelais, le triste 5e anniversaire de l'attentat de la mosquée de Québec aura lieu ce 29 janvier 2022. C'est un événement qui a marqué profondément les communautés musulmanes et la société québécoise. L'islamophobie au Québec a pris différentes formes au cours des 20 dernières années, dans un contexte bien sûr international marqué par cette guerre contre le terrorisme. On retrouve la manifestation d'une islamophobie dans le monde occidental, mais aussi au Québec, qui prend la forme de violences quotidiennes, de projets de loi discriminatoires, mais aussi d'actes ouvertement haineux dans l'attentat de la mosquée de Québec.
Donc, on va se poser plusieurs questions. Comment la construction, l'altérisation des musulmans s'est opérée au Québec? Quel impact de l'islamophobie sur les droits des personnes musulmanes? Et quelles sont les manifestations de l'islamophobie et leur impact sur leurs droits? Aujourd'hui, on se réunit dans le but de commémorer l'attentat de la Grande Mosquée de Québec qui a eu lieu il y a déjà 5 ans, comme je le disais tout à l'heure. Et tout en rendant hommage aux victimes de cet acte haineux, on aimerait aussi saisir la colère et la tristesse qui découlent de ce sombre anniversaire pour construire collectivement un espace de résistance, de résilience face à la réalité systémique de l'islamophobie que vivent les communautés musulmanes. Et donc, pour discuter de ces enjeux, on a le plaisir d'accueillir nos 3 panélistes que je vais présenter. Donc, tout d'abord, Monia Mazir est auteure et universitaire canadienne, originaire de la Tunisie. Elle parle couramment l'arabe, le français et l'anglais et est titulaire d'un doctorat en finance de l'université de McGill. Monia Mazir a travaillé à l'université d'Ottawa et a enseigné la finance à l'université Thompson River à Kamloops en Colombie-Britannique. Monia Mazir a été catapultée sur la scène publique en 2002 lorsque son mari Maher Arar a été déporté en Syrie, où il a été torturé et détenu sans inculpation pendant plus d'1 an. Pendant ce temps, elle a vigoureusement fait campagne pour la libération de son mari et s'est ensuite battue pour rétablir sa réputation et a demandé des réparations. En janvier 2007, après une longue enquête publique, son mari a finalement reçu des excuses officielles du gouvernement canadien. Monia Mazir est l'auteur d'un livre intitulé « Les larmes emprisonnées » qui documente son calvaire après l'arrestation de son mari et comment elle a fait campagne pour blanchir son nom. Il a été publié en 2008. En 2011, Monia Mazir a publié un roman, Miroir et Mirage, l'histoire de 4 femmes musulmanes vivant au Québec. Miroir et Mirage a été finaliste pour le prestigieux prix Trillium de l'Ontario et pour le prix du livre d'Ottawa et pour le prix du Salon du livre de Toronto. Monia Mazir a écrit un 2e roman sur les événements du printemps arabe, du pain et du jasmin, finaliste au prix Champlain. Et son 4e livre, Farida, a été finaliste pour le prix du livre d'Ottawa en 2021. Félicitations. Monia Mazir est professeure et chercheure adjointe au département d'anglais et de littérature à l'université de Carleton. Elle travaille actuellement sur une collection d'essais sur l'islamophobie genrée. On est très honorés de vous accueillir aujourd'hui. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Notre seconde panéliste qu'on reçoit ce soir est Khawla Zorlami. Elle est doctorante et chargée de cours au département de communication à l'Université de Montréal. Également membre chargée de cours à l'Institut de recherche et d'études féministes l'IREF de l'UQAM, où elle enseigne depuis 2019 son excellent cours « Féminisme et Islam ». Ses recherches portent sur les dynamiques de représentation des personnes racisées au Québec dans un contexte de racisme et d'islamophobie. Sa thèse de doctorat porte sur les pratiques de représentation politique dans la lutte contre le racisme au Québec et à la professionnalisation du porte-parole militant. Merci encore, Khawla, et bienvenue. Notre 3e panéliste est Mariam Bassiri, qui est aménagiste du territoire, qui cumule 2 maîtrises en architecture et en urbanisme. Éprise de justice sociale, Mariam siège au conseil d'administration de la Ligue des droits et libertés, section Québec, et co-porte-parole de la commémoration citoyenne de l'attentat contre la Grande Mosquée de Québec. À travers ses divers engagements sociaux, elle essaye activement de militer pour l'inclusion sociale et de participer à bâtir le Québec inclusif de demain. Elle aime particulièrement se servir de son regard critique et de son indignation pour alimenter les débats de société et contribuer aux réflexions collectives et à la construction et du maintien du dialogue dans la société. Merci beaucoup, Mariam, d'avoir accepté l'invitation. Et donc, toutes nos invités sont engagées dans la lutte contre l'islamophobie et on profitera de ce panel pour qu'elles nous partagent un peu leurs réflexions et leur expérience militante dans la lutte contre l'islamophobie, notamment ici au Québec. Donc, on va faire un premier tour de table de nos 3 panélistes, en commençant par une question pour vous, Mariam. Donc, l'attentat terroriste à la Grande Mosquée de Québec, qui a eu lieu le 29 janvier 2017, a mené à la mise en place d'un comité citoyen sans affiliation politique et religieuse, dont tu es la co-porte-parole.
Est-ce que tu pourrais nous présenter le comité citoyen et parler des mobilisations citoyennes durant ces 5 dernières années? Ouais, bonjour et merci de m'avoir dans ce beau panel parce que franchement, je suis vraiment j'ai très hâte d'entendre tout le monde sur ces questions-là. Puis je trouve que c'est le 29 janvier, à l'approche de chaque 29 janvier, on commence à rebrasser tous les sujets qui entourent l'islamophobie, le racisme systémique. Malheureusement, on n'étale pas ça sur toute l'année. Je me devais de le dire, mais au moins, on met en place cet espace-là d'échange et c'est le bon moment, c'est un momentum qu'on saisit d'en parler pour pouvoir bâtir à partir de ça. Et justement, moi, je suis co-porte-parole et membre du comité organisateur, du comité citoyen, organisateur des commémorations à la ville de Québec. Donc, on va se rappeler qu'il y a 5 ans, il y a un tueur terroriste qui a commis l'attentat islamophobe et terroriste, parce qu'on insiste dans notre comité sur ces 2 particularités-là de cet attentat-là, et qui a tué 6 de nos compatriotes québécois. Il en a blessé plusieurs. Il y avait une quarantaine de personnes qui étaient présentes à la mosquée. Et surtout, en fait, ça a été quelque chose qui est venu chercher et les communautés musulmanes et le reste des autres communautés qui forment la société québécoise. Donc, on a été beaucoup à être saisis par là et c'était la naissance de ce comité citoyen-là, justement. C'est une initiative qui a été très spontanée. En fait, au lendemain de l'attentat, il y a eu l'organisation par quelques militantes et militants de la ville de Québec de la première vigile, justement, qui a pu rassembler environ 15 000 personnes à côté de la mosquée, en solidarité avec les familles, en dénonciation de cette violence-là et aussi en beaucoup de questionnements sur la société, ce qu'on veut, l'inclusion, pourquoi ça s'est passé. C'est toutes ces questions-là auxquelles qu'on se posait parce qu'il y a eu cet attentat-là. Et comme tu le disais, Fela, effectivement, c'est un regroupement de militantes et de militants qui sont citoyens, non partisans, des personnes bénévoles. On est tous et toutes des personnes qui, en fait, on désire mettre en place et un espace de solidarité et de recueillement à la suite de l'attentat pour construire un Québec inclusif et diversifié, en fait un reflet de ce qu'on est dans la réalité, mais en même temps, on passe des messages contre l'islamophobie et contre le racisme systémique. Donc, c'est une forme aussi de lutte qu'on mène à travers cet événement-là. Et puis, on est vraiment très diversifié, même dans notre composition. Je pourrais vous parler pendant des heures de ce comité-là, parce que moi, chaque année, vous comprenez qu'il y a une composante aussi, il y a une composante militante et rationnelle, mais il y a une composante très, très émotive qui vient avec. Moi, j'en mange de ce comité, j'apprécie cette mobilisation citoyenne que je trouve tout à fait extraordinaire, parce que c'est un exemple c'est un exemple de groupe où on met en place des citoyens qui partagent les mêmes valeurs, mais qui ont on va dire, des parcours tout à fait différents. Donc, on a des représentants, bien sûr, des rescapés de la mosquée, mais on a des représentants syndicaux, on a des gens qui militent dans plein d'affaires. Donc, nous, toujours dans le même objectif, comme on est des bénévoles militants, donc d'amener ce discours-là, d'amener cette solidarité-là autour du 29 janvier, et bien sûr d'amener ces questions-là d'islamophobie, bien sûr de racisme systémique. Puis, ça me fait plaisir de commencer par ça, malgré la gravité de l'événement, parce que quand on parle d'islamophobie au Québec, la solidarité et les luttes autour du 29 janvier 2017 sont quand même, l'événement de la commémoration est quasiment la pierre angulaire de cette lutte-là contre l'islamophobie au Québec. Et souvent, quand on parle d'islamophobie, on se dit « Ah, il y a le avant 29 janvier 2017 et le après 29 janvier 2017 », parce que le mot islamophobie, on se le disait jamais, on n'était jamais prononcé avant ça. Et on a l'impression, parce que vu aussi le discours médiatique qui a entouré le 29 janvier 2017, que c'est quand même un événement très isolé, qui est arrivé de nulle part, que finalement, on a beaucoup entendu parler, par rapport aux tueurs, aux terroristes de la mosquée, dont je ne prononcerai pas le nom et j'espère que personne ne va prononcer son nom pour ne pas le glorifier. On a
on a entendu beaucoup parler de loup solitaire, c'est un accès de folie, ce genre de choses, mais c'est un peu par rapport au discours qui dit qu'il y a une montée de l'islamophobie, alors que ce n'est pas vrai, parce que l'islamophobie s'est construite progressivement. Le Québec fait partie quand même d'une tendance mondiale, et on va, si on recule un peu, on a eu beaucoup de choses là-dedans. Il y a eu le 11 septembre, à partir du 11 septembre 2001, c'est là que les musulmans, l'image des musulmans s'est vue propulsée dans les médias, et qu'on a vu commencer à avoir des actes islamophobes aussi. Et même au Québec, on a eu la crise des accommodements raisonnables, on a eu la charte des valeurs, on a eu les valeurs québécoises, et par la suite, il y a eu aussi tous les débats qui entourent la loi 21. Et si je me rattache juste au contexte de la ville de Québec, même il y a eu quand même des agressions, des signes précurseurs de cette islamophobie-là auxquels on n'a jamais prêté attention. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, comme il y a eu des fenêtres brisées dans la mosquée de la capitale en 2015. Il y a eu une tête de cochon qui a été déposée au Centre culturel islamique. Il y a eu des messages haineux au CCIQ aussi. Donc, il y a eu aussi un véhicule brûlé du président du CCIQ à l'époque. Je veux dire, il y a eu pas mal de choses. Il y a aussi la montée des groupes de droite et d'extrême droite qui se baladaient beaucoup à Québec, pratiquement à chaque week-end, on les voyait, la meute est à Talente. Donc c'est vrai que ça s'inscrit, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que ça s'inscrit quand même dans une tendance. Ça ne vient pas de nulle part. Il y a eu un construit et une montée de l'islamophobie au Québec et à Québec qui a mené quand même au point où on est arrivé le 29 janvier 2017. Mais malheureusement, on a toujours cette idée-là, cette impression-là que c'est un loup solitaire, puis que c'était juste un accès de folie, sachant que pendant le procès que le tueur de la mosquée a subi, non seulement il a été jugé apte à subir son procès, mais il a été prouvé qu'il a quand même été radicalisé à travers des sites de droite, d'extrême droite, et des vidéos de d'autres attentats qui ont eu lieu ailleurs. Donc, ça s'inscrit quand même dans une tendance, dans quelque chose. Et malheureusement, à date, pour le moment, au jour d'aujourd'hui, comme on dit, l'islamophobie, l'existence même de l'islamophobie est encore niée par le palier provincial au Québec. Donc, en fait, on a eu plusieurs fois, même après juste le lendemain des commémorations auxquelles assistait le Premier ministre, une négation de cette islamophobie-là, malgré les questions des journalistes, le contexte, malgré toute la sensibilisation qu'il y a à travers ça. C'est vrai, mais il faut quand même souligner que, par exemple, cette année, c'est la première année qu'on va souligner la journée de lutte contre l'islamophobie. Mais le nom exact, c'est la journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie. Donc, au niveau fédéral, il y a eu quand même cette reconnaissance-là depuis l'année dernière. Et je trouve que c'est très important de dire le nom en entier de cette journée-là, parce que ça nous établit une espèce de calendrier collectif en honneur et en solidarité à rendre à la mémoire de nos concitoyens quand même qui sont morts sous des balles d'attentats islamophobes, et aussi pour pouvoir entendre ce mot-là, islamophobie, plus souvent. Parce que même si on en discute, comme je disais au début, on en discute souvent, c'est très contextuel, c'est vraiment juste lié à ce moment-là. Mais le fait de l'inscrire dans une journée, je pense que ça casse un tout petit peu le tabou qu'il y a autour de ça, puis ça nous donne un peu de vent dans les voiles pour pouvoir en parler. Puis, non seulement la solidarité autour du 29 janvier a été quand même la pierre angulaire de la lutte islamophobe à Québec, mais si je peux m'avancer là-dessus, la lutte contre l'islamophobie, à partir de là, a pris quand même plusieurs visages. Il y a eu des solidarités qui ont été tissées à travers ça, puis c'est très intéressant à voir dans le contexte aussi de la ville de Québec. Donc, par la suite, il y a eu des mobilisations intercommunautaires qui se sont faites pour, par exemple, contre le projet de loi 21 que la CAQ a passé, puis qui vise vraiment les femmes musulmanes. Il y a eu de la solidarité aussi, et tout ce qui s'est passé autour des mobilisations de Black Lives Matter aussi, et la solidarité avec les personnes autochtones, Joyce Echaquan, on va s'en rappeler. Il y a eu aussi les mobilisations autour de la Palestine, et tout ce monde-là, en fait, se retrouve dans toutes ces luttes-là. C'est juste pour ne pas... vous savez, quand on parle de la lutte contre l'islamophobie, ça s'inscrit aussi dans les autres luttes
qui sont menées contre le racisme systémique, l'exclusion, et c'est ce dont je viens de parler. Donc, c'est une belle émergence de ces solidarités-là. Moi, je trouve que c'est une belle évolution qu'on a eue depuis le 29 janvier 2017 que d'inscrire la lutte contre l'islamophobie dans cette tendance-là de militance. Et, et si j'ai un point positif à amener là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives aussi qui se sont réglées autour de ça, mais aussi on voit de plus en plus comment on va dire ça, de candidats politiques au niveau municipal, provincial, qui se prononcent ouvertement contre l'islamophobie et le racisme systémique. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est un gain, parce que si on va se rappeler comment ça a démarré le 29 janvier 2017, il y a Pierre Bruno, qui était à TVA, qui a quasiment parlé d'un attentat terroriste à l'envers ou quelque chose comme ça. Donc, on part vraiment de loin. On part d'une négation complète de ce que c'est cet attentat-là à la base, du fait qu'il soit un attentat terroriste islamophobe, vers une construction quand même de luttes qui sont entrelacées, une construction de militance et de solidarité autour de cette lutte-là contre l'islamophobie. Donc, c'est pas mal ce que je voulais dire pour ta réponse, mais... Merci beaucoup, Malem, pour ton analyse et pour avoir partagé aussi ton expérience par rapport à cette mobilisation-là. Je vais passer le micro. Il n'y a pas vraiment de micro, mais à Monia Mazir. Donc, on aimerait t'entendre justement sur cette question de construction de l'altérité musulmane, notamment au Québec, et quels effets ont eu... quel effet a eu cette altérisation sur l'exclusion des personnes musulmanes dans la société québécoise? Bonsoir, merci. Tout d'abord, j'aimerais m'assurer que vous m'entendez bien. Et si jamais mon Internet coupe, donc vous pouvez me le signifier avec des signes ou avec juste dans le chat. Je vais essayer d'être, parce qu'on a quand même un beau panel et puis je pense que chacun a un point de vue certainement pertinent à partager ici. J'aimerais tout d'abord remercier la Ligue des droits et libertés pour m'avoir donné cette occasion pour partager avec vous mon opinion, mes idées. C'est vraiment apprécié. Malheureusement, comme vous le savez, c'était prévu que je vous parle d'Ottawa, donc, mais là, je suis encore en Tunisie et puis j'espère que je reviendrai bientôt chez moi. Oui, c'est quand même une commémoration assez douloureuse. 5 ans, c'est beaucoup. Mais ça reste aussi très, très présent. Je me rappelle. Monia, on vient de vous perdre, là. Oui, je pense qu'il faudrait couper la vidéo. Oui, je vais couper votre vidéo, Monia. D'accord. Donc, je me rappelle encore, je savais que les choses n'allaient pas bien. Et même si, je ne veux pas dire que c'était prévisible, mais comme Mariam l'a dit, il y avait plein de signes précurseurs. Donc, veut pas, on s'attendait à quelque chose qui allait arriver, mais on veut toujours prétendre ou vivre un peu le déni quand les choses vont mal. J'aimerais parler de la création de l'autre, parce que c'est là la question qui m'a été posée. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé à créer cet autre qui est devenu le musulman ou la musulmane, donc vivant dans une société occidentale et dans ce cas particulier au Québec? À mon avis, je
pense que cette création passe ou est passée, telle que je la vois, par 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau des médias. Le deuxième, c'est le niveau des politiciens ou de la classe politique. Et le troisième niveau, c'est le niveau un certain niveau légal ou juridique. Donc, pour les médias, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça a commencé bien évidemment avant le 11 septembre. On le sait très bien. Même Edward Said, dans son livre très connu sur l'orientalisme, a parlé de la caricaturisation ou d'un peu de ce qui est l'arabe et ce qui est aussi le musulman. Donc, on le voit aussi dans les films, on le voit dans les livres, et ce ne sont pas n'importe quel livre ou n'importe quel film, c'est vraiment un peu la culture, je dirais, de tout, un peu de mainstream. Donc, c'est un peu la culture populaire où on peut voir déjà l'autre, c'est-à-dire le terroriste, le méchant, la femme opprimée, la femme battue, la femme violentée. Donc, il y a tout cela s'est créé au fil des ans, je dirais même des siècles. Donc, ce n'est pas nouveau, c'est très ancien. Donc, l'autre existe dans la mémoire de monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire l'homme violent et la femme opprimée, pour parler juste de certains clichés assez connus. Bien évidemment, après le 11 septembre, ces clichés se sont un peu, disons, multipliés, et on leur a trouvé des personnages, donc ils sont devenus des réalités. Donc on a arrêté les musulmans, on les a mis en prison, on les a mis à Guantanamo, et les gens ont applaudi leur gouvernement. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, on a une autre commémoration douloureuse, les 20 ans de Guantanamo. Donc, s'il n'y a pas quelque chose qui représenterait l'autre, eh bien, comme Guantanamo, on n'en trouvera pas. Donc, voilà, ça, c'est un peu... Et les médias également ont applaudi et ont encouragé les gouvernements pour ces prises de décision et pour cette narrative. Donc, il y a toute cette narrative qui fait que nous, on est bien et les autres, c'est les méchants qui nous attaquent. Et donc, ça explique pourquoi on les traite de la sorte. Très rapidement, je passe là, je saute. Bien évidemment, il y a aussi, j'aimerais peut-être plus tard, on pourra passer plus de temps sur toute la perpétuation des clichés aux médias, par exemple pour la question de l'oppression des femmes musulmanes, comment est-ce qu'on considère que le hijab est un signe d'oppression et qu'on on crée une certaine idée il y a les femmes qui sont libérées, donc qui ont le choix de choisir, alors que les femmes qui portent le hijab, ce sont des femmes qui sont moins que femmes, c'est-à-dire qui ne peuvent pas avoir pris la décision ou le choix délibéré de le porter. Donc, il y a toutes ces questions. Et donc, là, je reviens à mon deuxième niveau de la création de l'autre, le niveau politique. J'ai déjà fait allusion à toutes les questions des lois antiterroristes, parce qu'il faut mettre tout cela dans le cadre, bien évidemment, des lois antiterroristes. L'islamophobie ne s'est pas créée tout d'un coup comme par un virus. C'est quand même des étapes, c'est une construction. Donc, les lois antiterroristes
au niveau fédéral. Donc, en 2001, nous avons passé au bout de quelques semaines des lois qui nous affectent jusqu'à aujourd'hui et qui ont donné l'illusion que ça a aidé à protéger les Canadiens. Et donc, c'est comme si ça protégeait quelques-uns et que d'autres n'avaient pas le droit d'être protégés. Donc, ça excluait déjà. Et le fait de créer des lois antiterroristes, alors que nous avons un code de droit criminel, ça aussi, c'est l'autre. C'est-à-dire, il y a le droit criminel pour les criminels et il y a le droit criminel pour les terroristes. Et les terroristes, on le devine très bien, ce n'est pas monsieur, c'est pas tout le monde. Même la personne qui a commis l'acte terroriste de la tuerie des attentats, la tuerie de la mosquée de la ville de Québec n'a pas été jugée sous la loi antiterroriste canadienne. Bon, il y a plusieurs raisons qui ont été présentées, mais c'est très symbolique. Pour moi, ça reste très symbolique. C'est-à-dire que ces lois sont réservées pour les Arabes et pour les musulmans. Donc ça aussi, ça fait partie de la création de l'autre. Donc une façon de... Et bien évidemment, tout pour revenir au Québec, donc pour revenir au côté niveau provincial, il y a tout le débat et je ne vais pas en parler parce que vous le connaissez très bien et certainement il y a des gens qui sont encore plus experts sur ce domaine-là. Donc, toute la question des accommodements raisonnables, de la charte des valeurs et bien évidemment de la loi 69 et qui, avec l'apogée, qui a constitué la loi 21 avec l'interdiction. Donc, ça, c'est un travail juridique, légal, qui a contribué, encore une fois, qui a contribué, mais également participé à la fois à la création de l'autre. Pour revenir un tout petit peu à la question, parce qu'on parle ici, on est ici un panel de femmes, donc pour juste aussi lier tout cela avec l'islamophobie, avec la loi 21 qui interdit aux femmes musulmanes principalement de porter le hijab, ça a été... Là aussi, ça a été construit, cette idée, ça a été expliqué dans les médias comme une façon de protéger non seulement la laïcité, mais également l'égalité homme-femme. Et là, ça veut dire que quand une femme porte un hijab, elle est en train de mettre en péril les acquis féministes. Donc, il y a toute cette idée-là. Donc, une femme qui porte le hijab ne peut pas être une femme qui mérite de choisir ou qui mérite sa place de se considérer comme féministe ou comme d'avoir de droit de choisir. Les statistiques au Canada en 2018 disent que les femmes au Canada sont proportionnellement les plus nombreuses d'être victimes de violences. Donc, on ne parle pas ici de femmes musulmanes ou de femmes, ce sont les femmes canadiennes en général. Donc, ça, c'est un fait. Les femmes sont sujettes à des violences plus que les hommes au Canada. Et il y a 4 femmes sur 10 qui ont été victimes de violences au cours de leur vie au Canada. Et pourtant, quand il s'agit de femmes musulmanes, on fait en sorte que c'est leur religion qui les met dans des situations de violence et non pas ce ne sont pas des conditions de la société ou ce ne sont pas des phénomènes qu'on observe dans toutes les communautés et chez toutes les sociétés. Donc, encore une fois, on distingue entre les femmes musulmanes comme victimes ou comme personnes qui acceptent la violence qui leur
qui leur sont faites ou victimes de leur religion, et les autres femmes, alors que nous avons des statistiques qui prouvent que c'est un phénomène qui touche toutes nos communautés au Canada. Et donc, pour ici conclure, je retiens encore une fois que la création de l'autre, ce n'est pas seulement un phénomène abstrait, c'est un phénomène qui a pu se concrétiser certainement depuis des siècles, mais plus particulièrement les dernières 20 dernières années, avec des médias qui permettent ou qui encouragent, qui donnent une carte blanche au gouvernement, avec des gouvernements qui ont créé des lois aussi bien dans le cadre antiterroriste que dans le cadre identitaire au Québec, par exemple. N'oublions pas aussi, en 2015, le gouvernement fédéral de Stephen Harper, qui a joué aussi avec ce jeu de cartes identitaires en créant toute une controverse autour du niqab, alors qu'au Canada, il n'y aurait même pas une centaine de femmes qui portent le niqab. Donc, on est toujours dans cette perspective de l'autre qui ne veut pas s'intégrer, de l'autre qui menace notre identité, de l'autre qui menace notre sécurité, de l'autre qui n'appartient pas à la société, et donc qu'on justifierait d'exclure, qu'on justifierait malheureusement de tuer, comme ça a été le cas au Québec, à la ville de Québec. Voilà, je m'arrête là, et peut-être plus tard, on pourra continuer à parler des effets de ces exclusions et de cette création de l'autre sur des cas personnels et sur les femmes en particulier. Merci beaucoup, Monia Mazir, pour cette analyse et pour toutes les clés de compréhension que vous nous offrez ce soir. Et je voulais enchaîner aussi sur notre troisième panéliste, sur Khawla Zourlami. C'est un peu la même question, et on voulait aussi t'entendre un petit peu sur comment, de ta perspective, tu analyses politiquement la question de l'islamophobie au Québec. Merci. Bonsoir tout le monde. J'aimerais d'abord commencer par remercier la Ligue pour l'invitation. Merci pour l'organisation de cet événement important et nécessaire. Je suis heureuse de pouvoir y participer avec des femmes dont je suis l'engagement depuis plusieurs années et que j'admire énormément. Avant de commencer, évidemment, mes pensées vont aux victimes de l'attentat de la mosquée. J'aimerais prendre le temps de les nommer. Ibrahima Bari, Mamadou Bari, Abdelkarim Hassan, Boubacar Thebti, Khaled Belkacemi et Azzeddine Sofiane. Mes pensées aussi aux familles endeuillées, aux blessés, à toutes les victimes de racisme anti-musulman et de la suprématie blanche au Québec et au Canada. La chercheuse féministe Shirin Razak écrivait dernièrement qu'en termes de racisme anti-musulman, rien ne fait du sens. C'est le titre de son dernier livre d'ailleurs. Mon souhait est donc que les réflexions et les analyses que j'avancerai contribueront un tant soit peu à donner du sens justement à ces expériences souvent douloureuses, parfois traumatiques, et fourniront des clés de compréhension pour mieux passer à travers cette douleur et ce trauma-là, et concevoir éventuellement des stratégies de lutte qui sont davantage porteuses politiquement. Ce que je vais dire s'inscrit dans la continuité de ce qui a été dit par Mariam et par Monia, mais il a aussi été dit et répété incessamment par au moins 2 générations de chercheurs et chercheuses
militantes et militants, musulmans, musulmanes et non musulmanes aussi. C'est important de le souligner, que ce soit au Québec, que ce soit ailleurs. Ma contribution est donc un tout petit caillou dans un édifice impressionnant, mais qu'on se force pourtant à ignorer, aussi bien dans le milieu universitaire que dans le milieu politique, médiatique et même dans le milieu militant. Pour répondre à la question, je vais raconter une petite histoire. C'est en fait une histoire de la narration de l'islamophobie au Québec, une narration que je qualifierais de naïve et qui est pourtant dominante et qui peut même parfois être intériorisée par des personnes musulmanes ou d'ascendance musulmane. Je vais raconter cette histoire et faute de temps, je vais évidemment malheureusement la raccourcir. Et ensuite, je vais identifier ses limites, ses dangers et proposer une compréhension alternative de l'islamophobie. Donc, selon cette histoire, naïve et dominante, l'islamophobie serait apparue suite aux attentats du 11 septembre 2001. Les Québécois, comme le reste des Occidentaux, auraient naturellement eu peur que cela se reproduise chez eux. Et ça a donné lieu à une montée qu'on pourrait considérer comme naturelle, disons, étant donné ce qui s'est passé, de la xénophobie envers les immigrants musulmans. Cette peur, donc réactionnaire et ignorante, selon cette narration-là, découlerait donc soit de la méconnaissance de l'islam et des musulmans, ou de la malveillance d'une poignée d'individus qu'on pourrait qualifier de racistes invétérés, qui prônent une idéologie ouvertement raciste. Certains oseront même dire ouvertement que les autres attentats terroristes commis par des musulmans aux quatre coins du monde, notamment en France, en nourrit et justifient même cette peur. Certains n'oseront pas le dire aussi clairement, mais se contenteront quand même de l'insinuer dès que l'occasion se présente. Et puis, il y a eu l'attentat contre la mosquée de Québec, résultat donc de 2 décennies de peur, d'amalgame et d'ignorance. Et vous vous rappelez sûrement, les qualificatifs ont fusé de toutes parts. Mariam en a parlé tout à l'heure. Donc, on a parlé d'un acte d'une rare violence exceptionnelle, conséquence d'un geste individuel, d'une personne instable, un geste fou. Et on a vraiment insisté sur l'aspect individuel et exceptionnel de cet acte-là. Et on le fait encore aujourd'hui. Et donc, ça a été répété incessamment par plusieurs politiciens, par Couillard à l'époque et par Legault à chaque commémoration. C'est quelque chose qu'on n'hésite pas à répéter. Et étonnamment, 24 heures n'étaient pas encore écoulées. Vous vous en rappelez probablement depuis que l'attentat a eu lieu, qu'on rappelait déjà sur toutes les tribunes que le Québec est une terre d'amour, de paix et d'accueil. L'attentat semblait donc être comme une sorte d'accident de parcours, malheureux mais exceptionnel dans une longue histoire d'inclusion et de cohésion parfaite. Donc après ça, l'histoire continue, on continue de commémorer donc l'attentat à chaque année. On va être un peu triste, évidemment, lorsqu'on y repense. Chaque 29 janvier, on va continuer de décourager les gestes ouvertement xénophobes et violents. Et puis, on passe à autre chose. On ne va pas s'éterniser quand même. En bon français, business as usual. Il n'y a pas de grande remise en question, il n'y a pas de changement en profondeur qui se produisent. Fin de l'histoire. Quelle est la morale de cette histoire, ou quelles sont les morales de cette histoire, ou les conclusions qu'on peut en tirer? C'est que d'abord, l'islamophobie est extérieure, exogène au Québec. Donc, l'émergence et le développement de l'islamophobie se sont passés ailleurs, et finalement, au Québec, ce qui s'est passé, c'était une réaction finalement à un contexte global. Et on psychologise et on individualise l'islamophobie. C'est une question de peur et d'ignorance par une minorité, une poignée d'individus, en réaction à des événements internationaux qui sont quand même inquiétants. Donc, on peut comprendre cette peur selon cette morale-là de l'histoire, selon cette histoire qui est quand même assez répandue, puis vous avez probablement déjà entendu. Cette histoire, elle fonctionne bien, elle est attrayante, elle est convaincante, parce qu'elle s'inscrit et parce qu'elle s'insère parfaitement dans une histoire plus large
celle que des historiens qualifient du mythe de l'exceptionnalisme québécois et canadien d'ailleurs. Ce mythe qu'on essaie de déconstruire depuis plusieurs années, que plusieurs militants et chercheurs tentent de déconstruire, il repose au moins sur 3 postulats, il y en a plusieurs, mais c'est 3 que je vais nommer, que le Québec et le Canada sont une terre de cohabitation pacifique et d'échanges culturels avec les Premières Nations, particulièrement pour le Québec. C'est un discours qui commence maintenant à affaiblir, évidemment, puis on en voit les limites, mais ça a été, et ça continue quand même à être très présent. Le deuxième, c'est que le Québec, c'était un refuge de l'esclavage pour les personnes noires, donc les personnes qui fuyaient les États-Unis et qui trouvaient finalement au Québec et au Canada un refuge. Et le troisième élément, c'est que le Québec est un havre de paix pour les immigrants et la politique canadienne des dernières années témoigne évidemment de à quel point le Canada, c'est un refuge, encore une fois. Et donc, il n'y a pas de racisme. C'est un pays relativement qui se distingue, qui est exceptionnel donc dans son traitement de l'altérité. Et donc, cette histoire de l'islamophobie, et qui s'accompagne donc par une interprétation individualiste de l'attentat contre la mosquée de Québec, a fait en sorte qu'il a été possible par la suite de ne rien changer d'un point de vue structurel, du point de vue des politiques publiques. Par exemple, en octobre 2017, donc à peine 9 mois après l'attentat contre la mosquée de Québec, on a adopté la loi 62 sur la neutralité religieuse qui stigmatise les femmes qui se couvrent le visage, qui portent un niqab, et donc par ricochet qui stigmatise une manière de comprendre et de vivre et de pratiquer l'islam. Et cette loi-là a pu être adoptée sans problème, alors que l'attentat était tout récent dans nos mémoires. Et encore une fois, quelques mois plus tard, donc en mars 2018, alors qu'on venait à peine de commémorer le premier anniversaire de l'attentat contre la mosquée, la CAQ venait avec un autre projet de loi sur la neutralité, sur la laïcité de l'État, qui a évidemment des conséquences sur toutes les minorités religieuses, mais les multiples recherches, les multiples enquêtes et les événements des dernières semaines montrent qu'il cible de manière disproportionnée les femmes musulmanes qui portent un foulard. Donc, ce que la narration naïve, individualiste, disons, de l'islam, et on pourrait dire aussi post-raciale, mais je vais pas m'attarder sur ce terme qu'il faudrait que je définisse sinon. Donc, la narration naïve et individualiste de l'islamophobie et de l'attentat permet donc de faire, c'est d'empêcher tout lien entre ces législations, entre l'attentat et entre l'islamophobie de manière générale. C'est des actes complètement séparés. Or, ce que plusieurs chercheurs et chercheuses et militants et militantes n'arrêtent pas de dire, c'est qu'il est nécessaire de déconstruire cette narration-là afin de pouvoir développer une compréhension politique de l'islamophobie en insistant notamment sur 2 choses. La première, c'est que l'islamophobie est un racisme. Ça, on ne le dira pas assez, on ne le répétera pas assez. Le racisme, il prend des formes différentes. Le racisme se transforme, évolue, s'adapte. Ce n'est pas quelque chose de fixe. Les historiens et historiennes montrent que la racialisation des musulmans et des musulmanes, donc la construction des musulmans en tant qu'une race, inférieure et infériorisée, a commencé dès le XVe siècle. Elle s'est produite d'ailleurs simultanément avec la racialisation des Juifs durant la reconquête, la Reconquista, donc lorsque les musulmans et juifs ont été évincés de la péninsule ibérique, donc le sud de l'Espagne et le Portugal actuellement. Cette racialisation a toutefois évolué avec le temps. Elle n'a pas toujours été dite dans les mêmes termes, elle ne s'est pas toujours manifestée sous la même forme. Dans les représentations orientalistes, par exemple, on est passé de la figure de l'arabe musulman inutile, à la limite parasitaire, qui n'est pas complètement bête, mais pas très brillant, obtus et barbare,
les analyses des représentations orientalistes, c'est elles qui disent ça, c'est pas moi, mais c'est je pense à Edward Said ou Hassan Haj qui ont analysé ces représentations-là. Et donc, cette représentation-là, elle a évolué graduellement à celle du musulman, et là, je parle du musulman. C'est très genré, l'islamophobie. Du musulman dangereux, vicieux, imprévisible, ingouvernable, incontrôlable, et qui peut attaquer à n'importe quel moment, un peu comme un loup. Et d'ailleurs, tout comme un loup, il se promène en meute. Et on peut là faire le lien avec le groupe d'extrême droite, la Meute, qui symboliserait donc une meute de loups blancs qui s'opposerait aux loups musulmans. Et donc, malgré l'évolution du racisme anti-musulman et la transformation des stéréotypes, ce qui demeure constant, c'est l'idée d'une hiérarchie entre civilisations, d'une hiérarchie entre religions, d'une hiérarchie entre des valeurs, entre des cultures, entre des langues. Cette hiérarchisation-là et donc cette infériorisation-là de tout ce qui est de près ou de loin, musulman, oriental, arabe, sémite, parce qu'il y a comme un amalgame de tout ça, est centrale au fonctionnement de l'islamophobie. Lorsqu'on infériorise, on oppose aussi et on se définit à travers cette opposition-là, en se créant un alter ego. Donc, d'un côté, tu aurais les musulmans barbares avec leurs femmes soumises d'un côté, opposés aux blancs éclairés avec leurs femmes libres de l'autre côté, ce que disait Monia tout à l'heure. Et là, vous ferez attention à quel point l'islamophobie donc, est genrée, mais aussi profondément hétérosexiste. Le deuxième point qu'il est important de souligner, c'est que l'islamophobie a bel et bien une histoire québécoise. Comme le démontre d'ailleurs l'historienne Catherine Larochelle, professeure à l'Université de Montréal en histoire, c'est dès le 19e siècle que l'islam et l'arabité ont commencé à constituer un alter ego pour l'identité nationale québécoise et que leur racialisation à travers des stéréotypes racistes et orientalistes était déjà présente à cette époque, notamment dans les manuels scolaires québécois. Et puis d'ailleurs, des recherches aussi récentes montrent que 30% des personnes noires africaines réduites en esclavage et amenées de force en Amérique du Nord étaient de foi musulmane. On n'a pas encore le portrait exact par rapport au Québec, mais les recherches sont encore en cours et tout porte à croire que le racisme anti-musulman au Québec, l'islamophobie, ne date pas donc de l'arrivée des premiers arabo-musulmans au XXe siècle et encore moins du 11 septembre. Le racisme anti-musulman et l'islamophobie, il est bien enraciné depuis très longtemps au Québec. Il peut être exacerbé à travers certains événements, notamment le 11 septembre, etc. Mais ce n'est pas là juste qu'il apparaît comme par magie. Cette narration assez dominante dont j'ai parlé au tout début et qui est, à mon avis, non seulement naïve, mais elle est aussi dangereuse parce qu'elle permet de reproduire et de consolider l'islamophobie. Parce que lorsqu'on passe sous silence, et pire encore, lorsqu'on encourage des politiques et des discours qui sont sournoisement ou silencieusement islamophobes, comme on le fait actuellement au Québec, cela a pour conséquence de maintenir, de réactiver, voire de légitimer les raisons, les arguments et même les affects qui ont mené à des formes d'islamophobie et de racisme anti-musulman plus extrêmes, comme l'attentat contre la mosquée ou encore la tuerie à la voiture bélier qui s'est passée aussi en Ontario. Parce que bien que le niveau de violence, ou je dirais l'expression de cette violence-là, entre une tuerie d'un côté et des lois de l'autre côté qui visent à protéger nos valeurs, notre laïcité, même si ce n'est pas du tout comparable, le niveau de violence, lorsque tu creuses et que tu analyses les mécanismes qui sous-tendent ces différents événements-là, on se rend rapidement compte que ça repose sur une logique, sur un raisonnement, sur des stéréotypes très similaires, voire identiques. Soit d'abord que l'idée d'une supériorité civilisationnelle que j'ai abordée tout à l'heure, donc la supériorité de la civilisation blanche, occidentale, québécoise, le fait que certaines valeurs, qu'un certain mode de vie est meilleur, plus adéquat
qu'un autre et qu'il devrait de ce fait être la norme, quitte à être imposé par la force, parce que lorsque on te donne le choix entre vivre ta foi et ton travail, on est en train de te forcer à te conformer d'une certaine manière. Et le deuxième élément que l'islam, donc, sur lequel repose donc que ce soit ces actes meurtriers ou donc les lois de la laïcité, etc., ça repose sur l'idée que l'islam est une religion violente, patriarcale, homophobe, dont il faut se débarrasser et limiter sa présence et sa visibilité au Québec. Donc, pour certains, la réaction, c'est d'aller tuer des musulmans afin qu'ils partent de chez nous, parce qu'on pense qu'ils sont tous pareils. C'est ce que le tueur de l'attentat a fait. Pour d'autres, on va plutôt essayer de discipliner les musulmans. On va les surveiller, on va les contrôler. On va contrôler leur apparence, on va contrôler leurs pratiques, et on va mettre en place des mesures pour avoir des garanties sur le fait que leurs valeurs sont plus ou moins proches des nôtres. On va leur faire passer des tests, des valeurs, en lien avec le test qui a été mis en place dernièrement. Et on va voter des lois pour les empêcher d'accéder à certains espaces, à certains postes d'autorité, voire même les empêcher d'enseigner et donc d'influencer nos enfants. Donc, c'est important compréhension vraiment plus structurelle, plus politique de l'islamophobie qui ne nie pas la dimension individuelle et psychologique qui permet de l'intégrer, mais c'est important de ne pas limiter la compréhension de l'islamophobie à la dimension, comme je vous ai dit tout à l'heure, très individualiste, parce que ça limite notre compréhension, mais aussi les modes d'action qu'on va mettre en place pour lutter contre elle. C'est ça pour ce que je voulais dire au début. Il y a encore plein de choses à dire. Je pense que ça va venir dans la discussion par la suite. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Khawla. Merci beaucoup pour cette histoire. Je pense que ça éclaire beaucoup de choses et on te remerciera aussi. On remercie les trois panélistes de nous avoir partagé vos réflexions vraiment intéressantes et politiquement fortes. On va passer à la période de discussion. Donc, on va vous poser des questions à vous trois, puis vous pourrez répondre en fonction de qui veut répondre en premier ou celle qui veut interagir avec les questions. Donc, vous l'avez mentionné pendant vos premières interventions, on parlait de la manifestation de l'islamophobie au Québec qui a pris justement la forme de mise en place de lois discriminatoires qui ont impacté les femmes musulmanes. Donc, j'aimerais qu'on s'attarde plus sur ce sujet-là, vu que vous l'avez mentionné notamment dans vos interventions. Quelle lecture vous faites de ces mesures et quel impact ça peut avoir justement sur les principales concernées? Qui veut y aller en premier? Je vais essayer d'aller en premier si c'est possible, parce que peut-être je vais m'excuser tout à l'heure. En fait, je trouve un peu ironique le fait que on passe une loi qui se dit féministe, qui se dit pour protéger la laïcité et l'égalité entre hommes et femmes, mais en même temps, c'est une loi qui vise les femmes et qui exclut les femmes du champ économique. Donc, c'est une loi, à mon avis, misogyne, clairement misogyne, parce qu'elle est vraiment, elle concerne les femmes, mais en plus, elle les exclut de leur travail. Et on l'a vu avec le cas récent de l'institutrice, l'enseignante, qui a été virée donc, de son poste pour aller dans un autre poste qui concerne la diversité. Donc, on voit toute l'hypocrisie de ces lois-là et toute l'inefficacité. Donc, ce sont des lois qui sont
faite, à mon avis, pour plaire un certain électorat, une certaine base électorale qui, comme Khawla l'a dit, s'inscrit dans cette narrative, dans cette idée que on veut protéger notre identité et si on ne peut pas se débarrasser des musulmans, donc on va les invisibiliser de la sphère publique. Donc c'est un peu ça. Moi, je pense que ça a été déjà fait, malheureusement. Ça a été déjà fait dans des pays même musulmans. Ça a été fait en Tunisie. On a essayé d'éliminer les femmes qui portent le hijab de la sphère publique. On les a empêchées d'enseigner. Ça a été fait en Turquie, toujours avec des arguments de laïcité. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et donc, je ne pense pas qu'au Québec, ça va marcher. Et la preuve, c'est que derniers jours, on parle de plus en plus de l'affaiblissement de cette majorité ou de cette dont parle M. Legault. Donc, je pense que oui, il y a une euphorie au départ, une euphorie un peu applaudie par certaines personnes, certaines personnalités, certains médias également, mais je pense que les gens, et certainement grâce à la mobilisation, grâce à cette alliance, à ce réseautage qui a été fait, à cette intersectionnalité, donc des luttes, je pense que cette loi est vouée à l'échec. Entre-temps, du jour où elle est passée jusqu'au jour où elle sera défaite, je l'espère, il y a des vies, il y a aussi une stigmatisation qui a été faite pour ces femmes-là qui ne peuvent pas travailler, qui sont empêchées de choisir. Et donc, je pense qu'il y a aussi un certain un trauma qui est subi mentalement. Ça a été prouvé, ça a été étudié que ces lois-là affectent les femmes mentalement, affectent les communautés, affectent la jeunesse mentalement. Donc, c'est un fardeau à porter encore plus quand on est nouveau arrivant, quand on veut trouver du travail, quand on veut construire une famille. Donc, c'est un fardeau que ces gens-là doivent apporter. Mais aussi, je pense que les répercussions, c'est la cohésion de la société, c'est le nous et les autres. Donc ça, c'est dangereux. Certains politiciens ont essayé de jouer sur ce terrain-là. Ça n'a pas marché. Maintenant, M. Legault, avec cette loi-là, pense avoir marqué des buts sur le dos des femmes musulmanes, bien évidemment. Malheureusement, je pense que ce ne sont pas des politiques de long terme. Ce ne sont pas des politiques qui vont permettre le débat, qui vont permettre la connaissance, qui vont permettre la décolonisation, qui vont permettre l'éradication du racisme. Donc, on sévit avec des lois, certes. La communauté musulmane reste encore jeune, reste encore avec plusieurs défis, donc on ne peut pas facilement gagner, mais je pense c'est le temps. Dernièrement, j'ai entendu ce proverbe apparemment afghan qui disent les Afghans disent vous avez la montre et nous avons le temps. Et c'est très 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 intelligent parce que c'est ça. Je pense que peut-être que M. Legault ou que les gouvernements qui l'ont précédé pensaient
avoir les lois ou pas faire passer les lois. Mais avec le temps et avec tout ce que le temps peut apporter, c'est-à-dire les populations changent, les mentalités changent, les alliances changent. Et aujourd'hui, je pense que ce sont des lois qui sont à long terme vouées à l'échec. Malheureusement, il y a des personnes, entre-temps, qui payent le prix et qui payent un prix cher, comme Fatma Anvali, comme plusieurs autres dont on n'entend pas parler, comme plusieurs autres qui sont invisibilisées, malheureusement, parce que, justement, elles se sont trouvées devant des choix difficiles. Donc, je pense que les répercussions sont énormes. Il y a aussi un côté international, il y a les médias internationaux. Cette régression dans les sondages, je me demande si ce n'est un peu le fait que la réputation du Québec, cette idée qu'on est ouvert, on est une terre de refuge qui a été mise un peu ici à l'échec. Donc, internationalement, les gens ont commencé à dire, tiens, au Québec, il y a des femmes qui sont exclues. Donc, il y a aussi cette réputation internationale qui est un peu menacée et qui est, avec le temps, je pense, qui dérangerait les gouvernements. Donc, finalement, les répercussions sont là, existent, on les connaît, on les voit. Il faudrait continuer à... C'est malheureux de le dire parce que ce sont toujours les communautés qui sont visées par ces mesures qui sont toujours en train de les contrecarrer, de lutter, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Il faudrait terminer ces luttes-là, il faudrait continuer. Et je suis contente qu'aujourd'hui, on est tous sur un peu la même longueur d'onde et j'espère que les participants pourraient peut-être nous éclaircir un peu ou nous éclairer ici un peu sur ce qu'ils pensent et comment est-ce qu'ils verraient un peu les choses évoluer, surtout en ce qui concerne les conséquences de ces lois sur les communautés. Voilà. Et si je peux me permettre un petit moment sur ce qu'on appelle la loi 21 qui est communément appelée la loi 21, donc la loi pour la laïcité de l'État, alors que la laïcité de l'État n'a jamais été contestée par aucun groupe en fait en ce moment, mais on l'appelle quand même la loi contre la laïcité de l'État. C'est une loi qui est extrêmement sexiste et elle a généré beaucoup d'islamophobie parce que quand on entend parler de cette loi-là, si on pose la question aux gens, je vous pose la question à vous, de quoi avez-vous entendu parler? En fait, on a entendu parler juste des femmes musulmanes, du hijab, du voile, du turban et de tout ce qui va avec. C'est majoritairement ça qui a constitué le débat autour de cette loi-là. Et après, on a un gouvernement qui arrive puis qui dit maintenant, cette loi, elle cible tous les signes religieux. Évidemment, sur papier, ça cible tous les signes religieux, mais qui va en pâtir de cette loi-là? C'est une minorité des minorités, c'est-à-dire déjà des femmes musulmanes portant le voile, une minorité dans la minorité, et qui va se retrouver brimée dans son droit, qui va devenir une deuxième classe de la société. On envoie ce message-là que ces femmes-là ne sont pas employables, n'ont pas leur place dans la société québécoise. Et aussi, je retiens l'idée de Monia, qui a une invisibilisation aussi de ces femmes musulmanes-là. Et j'en parle et ça vient me chercher par les sentiments, même si mon emploi n'a pas été menacé, mais à plusieurs moments, lors du débat et de la militance contre cette loi-là, je me suis posé la question, mais est-ce que je vaux la même chose qu'une autre personne, un autre citoyen, une autre citoyenne québécoise? Est-ce que j'ai le même poids là-dedans? Donc, en fait, c'est un mauvais message à lancer parce que d'un côté,
comment dire ça, c'est-à-dire, c'est un mauvais message à lancer parce que du côté des employeurs aussi, ça devient un message de non-employabilité. Moi, si j'étais un employeur, déjà qu'on est tous perdus dans l'interprétation de cette loi-là, à un moment donné, je vais me poser la question, est-ce que même pour les personnes qui ne portent pas un voile, même pour les femmes qui ne portent pas un voile, est-ce que si je les embauche, il n'y aura pas un resserrement des mesures plus tard? Est-ce que si elles le portent, je ne vais pas perdre de la main-d'œuvre? Est-ce qu'on se pose la question? Et après, on fait le tour et on dit « Ah oui, mais il y a eu un cas d'une enseignante par-ci, un cas d'une enseignante par-là, mais il y a des effets qui ne sont pas quantifiables aussi là-dedans. » C'est tout ce message-là, toutes ces femmes-là qui voulaient travailler dans des domaines dans lesquels elles ne pourraient pas, le domaine de leurs études, ou qui ont entamé des études ou voulaient entamer des études dans des domaines qui ne sont plus permis par cette loi. Toute cette frustration que ça génère, tout ce message négatif aux enfants aussi qui voient, par exemple, moi aussi j'étais un enfant au Québec, puis je voyais ma mère qui porte un voile, une femme merveilleuse, travaillante, aimante, professionnelle, dans l'image est quand même aussi bradée sur le terrain politique pour en faire quasiment le contraire de la laïcité. Comment je me sentirais dans mon milieu scolaire, dans mon milieu de communauté? Donc, il y a que du négatif qui sort de cette loi-là. C'est une loi qui vise les femmes musulmanes portant un voile, et que ça génère des débats. Ça a généré de l'islamophobie parce que le débat était tellement polarisé autour de l'adoption de cette loi-là que ça a mis la laïcité d'un côté et les musulmans, surtout les femmes musulmanes, de l'autre côté. Donc, c'est clair que toutes les frustrations, puis toute la désinformation autour de la laïcité, toutes les tensions identitaires se sont regroupées juste contre ces femmes-là, et c'est clair qu'il y a eu une montée de discours islamophobes énorme qu'on a ressenti et qu'on a vu d'ailleurs et lu lors de l'adoption et autour de l'adoption de cette loi-là. Puis je vais juste rappeler, parce qu'on parle d'islamophobie, mais même le Premier ministre, il y a 2 ans, quand il a assisté, M. Legault, il a assisté à la commémoration ici à Québec, où on était tous présents pour commémorer les morts et rappeler la solidarité. Il y a eu une déferlante de commentaires islamophobes sur sa propre page Facebook, qu'il a été obligé, ses modérateurs ont été obligés d'arrêter les commentaires après plusieurs heures parce que c'était ingérable. Là, on parle de la page d'un Premier ministre qui a l'habitude de recevoir quand même des commentaires déplacés, d'être modéré et de pouvoir ramener le discours là où il est, mais c'était ingérable quand il s'agit une fois qu'on a touché au fait musulman, à la question musulmane, à l'islamophobie et ce qui va avec. Et donc, à travers aussi cette loi-là, parce qu'on peut prendre plusieurs exemples, l'image de la musulmane et des musulmans en général s'est retrouvée surmédiatisée tout d'un coup. Et là, on sait tout le monde. Mais il y a eu d'autres surmédiatisations. Ça vient par cycle, mais c'est là parce qu'on en parle. Et là, cette surmédiatisation-là, ça nous met à nu face à toute cette déferlante de l'islamophobie, et ça la nourrit. Et ce que j'aimerais ajouter à la fin, c'est que cette invisibilisation aussi des femmes musulmanes portant un voile est très négative parce qu'à travers là, on nie la pluralité, on nie la diversité de la société québécoise. On la blanchise, on met du purel dessus, on ne veut pas montrer une partie de cette diversité-là, alors qu'on devrait être fier de cette diversité-là, être fier d'en être arrivé à ce point-là où on a des composantes tellement diverses dans la société qu'on est capable de former un tout qui se tient. Mais non, on va invisibiliser un côté, on va l'aseptiser, on va présenter juste ce qu'on aime voir, et à travers, il y a un accompagnement médiatique qui accompagne ce discours-là. Et moi, je suis à Québec, je peux parler pendant 4 heures des radios poubelles qui ne font que taper sur la tête du musulman. C'était devenu quasiment leur gagne-pain à un moment donné. Donc, les musulmans, les musulmanes, les immigrants et ce qui va avec. Donc, il y a le discours médiatique qui va avec, que même un Premier ministre n'arrive pas à modérer sur sa propre page suite à une commémoration d'un attentat terroriste et islamophobe qui s'est passé dans notre province. Donc, il y a quelque chose de vraiment très violent qui en ressort. Et c'est une double, triple injustice même que d'adopter ce genre de loi-là, parce que
Les adopter, c'est une injustice et ça continue d'alimenter ce discours islamophobe, donc on s'en sert jamais. Et je vais conclure là-dessus pour dire que de toute façon, si on veut faire oublier un débat de société, il suffit de sortir un fait musulman dans les médias. Ah, les débats autour je sais pas moi, du halal, du burkini, du voile, on vraiment la côte. Il suffit de sortir quelque chose là-dessus, de chatouiller un peu la fibre identitaire, puis ça part en quelque chose de grand médiatiquement. Et la haine, toujours, et j'aime le rappeler parce qu'on est un panel aussi de femmes ce soir, est tellement dirigé contre les femmes musulmanes qui portent un voile, mais même les autres par association aussi qui ne portent pas un voile. Donc en fait, c'est parce que l'amalgame est tellement grand et tellement fort que ça cible un peu tout le monde. Donc, on pourrait en parler très longtemps, mais je pense qu'on va atteindre rapidement la fin de la rencontre. Puis j'aimerais bien entendre Khaoula aussi là-dessus, parce que tu as travaillé sur la représentation aussi des femmes dans la société. Alors, voilà. Merci beaucoup, Mariam. Donc oui, est-ce que peut-être, Catherine, tu voulais ajouter quelque chose? Ben, je voulais voir peut-être si Raoula voulait rajouter quelque chose à la question, puis qu'elle n'a pas répondu à la question encore. Après ça, j'aurais un petit message à faire grand public. Non, je pense que Monia et Mariam ont pas mal fait le tour de la question, donc tu peux y aller. Ah, super. Ben, en fait, je voulais juste préciser que le panel d'aujourd'hui se tient dans le cadre de la semaine de sensibilisation musulmane et on a une représentante de la SSM qui est avec nous ce soir, qui est Samira Laouni. Donc, peut-être juste un petit mot avant qu'on mette fin au panel. Ça ne sera pas tout de suite, on ne met pas le fin au panel tout de suite, mais juste donner la parole à Samira pour qu'elle puisse présenter les activités de la semaine de sensibilisation musulmane. Alors, bonsoir tout le monde. Merci infiniment à la Ligue des droits et libertés d'avoir inscrit cette activité-là dans le cadre de la semaine de découverte des musulmans. En fait, au début, elle s'appelait la semaine de sensibilisation musulmane. Et on a vu que le mot sensibilisation voulait dire aussi que les gens étaient insensibles et donc pour ne pas chatouiller la fibre identitaire des insensibles, de certains insensibles, on a dit on va changer et on l'a rendu la semaine de découverte des musulmans. Donc cette semaine-là, de la tuerie de la Grande Mosquée de Québec le 29 janvier 2017. Elle consiste juste en fait en une semaine de solidarité. C'est un moment de solidarité où toutes les personnes de toutes origines, de toutes les variétés, de toutes les cultures sont invitées en fait à apprendre davantage sur leurs concitoyens musulmans et musulmanes, sur les contributions de ces musulmans et musulmanes, sur les aspirations de ces musulmans et musulmanes, et sur aussi les préoccupations de ces musulmans et musulmanes, parce que comme j'ai dit tout à l'heure au lancement ce matin, une maman que j'ai un foulard, que je n'ai pas de foulard aujourd'hui, ayant des adolescents, je pense que notre préoccupation avec la pandémie, c'est les activités de nos adolescents qui restent à la maison et qui restent cloîtrés derrière un ordinateur. Donc, je pense que cette préoccupation-là est pour toutes les mamans dans le monde entier. Donc, qu'elles portent un foulard ou qu'elles n'en portent pas, nous sommes toutes des mamans si on en est une. Donc, je vous remercie infiniment encore une fois, la LDL, d'avoir inscrit l'événement dans le cadre de la SSM. Et je vous invite toutes et tous à aller sur www.ssm-maw.com pour voir la diversité en fait des activités. Je vais la mettre sur le chat pour voir la diversité des activités et puis en choisir quelques-unes pour y participer. Merci infiniment. Merci, Samira. En fait, Linda a déjà mis le lien dans le chat. On pourrait le remettre parce qu'il y a quand même des commentaires qui s'ajoutent. On peut le remettre au cas où. Mais merci beaucoup, Samira, pour la présence aujourd'hui. Fela, je te redonne le flambeau pour le reste de la discussion. Merci beaucoup. Merci, Samira Laouni, pour l'intervention aussi. Justement, je voulais enchaîner comme Mariam avait donné un peu déjà donné le flambeau à Khaoula sur la question de la représentation. Donc justement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus sur
sur cette représentation des personnes musulmanes, que ce soit médiatiquement ou dans d'autres sphères, et quelles représentations de ces personnes sont considérées comme acceptables ou pas? Merci beaucoup. En fait, s'il y a quelque chose à rajouter rapidement sur la question des foulards, de toute façon, c'est en lien avec la question que tu viens de me poser, là, c'est que toutes ces législations-là autour des corps des femmes musulmanes, de la visibilité de l'islam aussi hein, dans l'espace public, elles ont un effet pernicieux de créer comme une sorte de catégorisation et une mise en opposition. Et c'est comme ça que l'islamophobie fonctionne, c'est comme ça que les racismes fonctionnent de manière générale, c'est de créer ces oppositions-là. Les oppositions que crée ce genre de législation-là, c'est entre les bonnes musulmanes, la bonne visibilité de l'islam, qui est une invisibilité de l'islam, et les mauvais et les mauvaises musulmanes. Et parce que à un moment donné, je me suis intéressée à la commission parlementaire autour du projet de loi, maintenant loi 21. Et c'était intéressant en écoutant les différentes interventions, parmi les arguments mis de l'avant en faveur de la loi 21, notamment par des personnes qui sont d'ascendance musulmane, c'était de croire que l'islamophobie serait la faute des femmes musulmanes. L'islamophobie serait la conséquence, en fait, de la visibilité de l'islam dans l'espace public. Et c'est vraiment un effet pernicieux parce que ça donne l'impression aussi que l'islamophobie n'existerait pas s'il n'y avait pas de foulard des femmes musulmanes. Or, on le sait que l'islamophobie a existé bien avant la question du foulard, que le racisme, de manière générale, il va mettre l'accent sur des signes différents, c'est ce que Ali El-Saji, philosophe à l'université McGill, elle dit comment le foulard, c'est devenu le point d'ancrage de l'islamophobie, qu'en stigmatisant en fait le foulard. On va stigmatiser par ricochet donc les hommes musulmans, la famille musulmane, la religion musulmane aussi, je veux dire, la critique du foulard et le fait de le présenter comme un signe d'infériorisation, etc., permet en fait de faire d'une pierre 3 coups ou 4 coups ou 5 coups, de dire plein de choses sur l'islam de manière générale sans avoir besoin de le dire. Et donc, ce genre de loi-là permet donc de faire cette hiérarchisation-là entre les bons musulmans qui ne sont pas visibles, qui ne revendiquent pas aucune visibilité dans l'espace public, qui cachent leur foi, et les musulmans et les musulmanes visibles. Ce qui m'amène donc à la question par rapport à la représentation acceptable. La représentation acceptable, encore une fois, il y a d'autres hiérarchisations qui vont avoir lieu. Donc, d'un côté, entre la visibilité qu'on va essayer de limiter, qu'on va essayer d'aseptiser, pour reprendre le terme de Mariam, qu'on va mettre du purel, j'ai bien aimé la métaphore que tu as utilisée. Et donc, la question de la binarité, hein, quand on va créer cette opposition entre le bon musulman, la bonne musulmane et le mauvais musulman, l'objectif aussi, c'est entre autres de désislamiser les musulmans. C'est un bon ou une bonne musulmane qui, finalement, sa foi, on ne la voit pas. Elle est cachée, elle ne nous saute pas dans le visage, elle ne nous agresse pas. Elle ne nous influence pas, elle ne tente pas de nous embrigader, etc. Et malheureusement, souvent, dans nos stratégies en fait, de lutte contre l'islamophobie, on tombe là-dedans, en fait. On tombe dans cette binarité-là où on essaye justement d'afficher une islamité, encore une fois aseptisée, encore désislamisée. On essaye de enlever le plus possible la dimension religieuse et donc de rassurer sur le fait que les musulmans ne vont pas trop à la mosquée, ils ne prient pas trop, la plupart ne portent pas le foulard, ne mangent pas tous forcément halal, parce que, et en faisant ça, en fait, ce qu'on fait indirectement, c'est que confirmer que tout le reste, c'est un signe de radicalité, que tout le reste, est inquiétant. Donc, le plus on va essayer de rassurer quant au manque de religiosité des musulmans et des musulmanes, comme une stratégie de représentation qui est en réaction évidemment à l'islamophobie dans les médias, politiques, etc. Et plus on va nourrir l'alter ego qui devient finalement celui de le musulman ou de la musulmane pratiquante dangereuse dont il faut se méfier
et dont il faut se protéger. L'islamophobie donc fonctionne vraiment avec cette création de différentes hiérarchies, de différentes binarités, et finalement d'essayer de naviguer et de lutter contre cette islamophobie sans finalement jouer son jeu. C'est vraiment un jeu, c'est très difficile en fait, et ça prend vraiment tout un travail à chaque fois de se rendre compte de la manière sournoise et la manière indirecte dont elle opère et dont elle fonctionne. L'autre chose aussi, la représentation acceptable des musulmans, c'est, puis on l'a vu suite à l'attentat contre la mosquée de Québec, j'en ai parlé tout à l'heure un peu, comment on essaye vraiment, finalement, l'attentat devenait une occasion pour célébrer le Québec et son accueil, et célébrer à quel point c'est une nation ouverte, etc. Parce que puis ça, c'est la sociologue Rada Mahrouz, professeure à l'Université Concordia, qui a parlé de ça. Comment, puis Shirin Razak aussi en parle, de comment en fait on veut s'assurer qu'avant qu'un musulman ou une musulmane soit audible, qu'on puisse l'entendre dans l'espace public, il faut d'abord qu'elle fasse preuve de gratitude, qu'elle montre qu'elle est reconnaissante pour le fait d'exister ici et qu'elle rassure. Donc, il faut rassurer, il faut montrer sa gratitude, il faut montrer sa reconnaissance. Ça devient finalement des prérequis pour ne pas déranger, pour ne pas choquer, pour être accueilli et pour qu'on puisse t'écouter, et encore. Parce que si tu parles d'islamophobie, on va te perdre encore un peu. Donc, ces différentes stratégies-là font en sorte que, vous imaginez, à la veille d'un attentat traumatique, les personnes musulmanes devraient faire attention pour ne pas choquer les personnes québécoises en montrant trop de colère, en montrant trop de tristesse, en montrant trop de revendications. C'est quand même complètement paradoxal et ironique, et on voit comment il y a comme donc une certaine... la parole musulmane, elle doit se discipliner, elle doit correspondre à ces codes-là dont j'ai parlé, et elle doit se discipliner aussi au niveau de l'affect. Donc, il y a tout un travail émotionnel que vous pouvez imaginer, et dont Mariam a parlé, de vivre un acte comme ça, et vivre aussi, je veux dire, la loi 21 et ses conséquences sur les femmes musulmanes qui portent un foulard, etc. Et en même temps, au moment où on la dénonce, il faut qu'on la dénonce sans trop déranger. Il faut qu'on la dénonce à demi-voix, il faut qu'on la dénonce sans montrer une ingratitude, encore une fois, ou un manque de reconnaissance, etc. Et donc ça, c'est évidemment très pesant d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue de la santé mentale. D'autres pourraient en parler de manière plus experte que moi de cette partie-là. Mais donc, c'est assez frappant. Donc, je ne sais pas... je pense que j'ai un peu fait le tour de cet aspect-là. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter d'autres choses, Mariam et... Moi, je rebondirais juste un peu parce que ça fait tellement écho. Tu le dis tellement bien, tu mets tellement les bons mots là-dessus, mais ça fait écho à ce que beaucoup de femmes musulmanes vivent. Elles en peuvent témoigner quand on commence à parler d'islamophobie, puis qu'on voit qu'il y a des débats identitaires, et on se sent visé et on l'exprime, on est comme, ouais, mais là, vous allez peut-être un peu loin. Ah non, mais pas toi, t'es pas comme les autres. Ah non, mais c'est pas toi. Et là, on voit cette hiérarchisation de l'image, ou de la bonne musulmane, ou de la moins bonne musulmane. C'est-à-dire à quoi on voudrait que ça corresponde. Mais on a tous et toutes eu des collègues à un moment donné qui ont fait comme ouais, mais pas toi, on parle pas, c'est pas ce genre de musulmans ou de musulmanes qu'on ne voudrait pas voir, c'est les autres, c'est pas contre toi, non, mais toi t'es pas, et de là commence il y a des questions très précises, on est tout le temps questionné sur la pratique religieuse, comme tu dirais, parce que là, il s'agit de rassurer. Non, mais vas-tu à la mosquée? Mais c'est combien? Mais combien qu'en es-tu de personnes qui vont à la mosquée? C'est combien? Puis on sort quasiment des statistiques pour rassurer le Québec, parce que non, mais il n'y a pas beaucoup de gens religieux parmi nous, parce que non, la laïcité, alors que la laïcité n'a rien à voir avec la laïcité de l'État, dans les faits, n'a rien à voir, en fait, avec aller à la mosquée, à la synagogue ou à l'église. Ça n'a rien à voir, ni avec le signe religieux que je porte ou que je ne porte pas. Mais il
y a toujours cette injonction quand les musulmans et les musulmanes surtout de devoir justifier un peu comment elles pratiquent, comment elles vivent, est-ce qu'elles ont leur place? Parce que le fardeau de la preuve est inversé. Vous êtes là, vous devez prouver que vous méritez votre place. Et cette reconnaissance éternelle dont on doit faire, qu'on doit étaler en fait. On doit étaler et commencer par oui, mais je suis contente d'être là parce que oui, j'ai été bien accueillie, l'accueil et tout ça. On doit le ressortir à chaque fois. Ça ne veut pas dire que les gens ne se sentent pas comme ça, mais le fait de devoir le ressortir, cette injonction de devoir... montrer patte blanche, toujours aussi lisser ses pratiques, lisser son extérieur, lisser son apparence, lisser aussi comment on fonctionne, comment on parle, lisser aussi même nos idées publiquement. Ça, c'est vraiment très lourd à vivre et on l'a vécu beaucoup dans la question de l'islamophobie parce que on a l'impression qu'on parle d'islamophobie, mais on n'en parle pas aussi. On parle d'islamophobie plus facilement, mais ce n'est pas vrai qu'on en parle plus facilement. C'est à chaque fois, ça génère des débats. À chaque fois, on doit se battre pour la faire reconnaître. À chaque fois, on doit rappeler qu'au niveau provincial, ça n'a pas été reconnu. À chaque fois, on doit défendre cette notion d'islamophobie-là. Et même moi, des fois, je me retrouve à dire « Oui, mais c'est parce que l'islamophobie existe. Ça ne veut pas dire que la société québécoise est islamophobe. » Et là, je rentre dans ce jeu-là de devoir lisser mon discours, alors que techniquement parlant, je ne devrais pas. L'islamophobie existe, point. Je n'ai pas à rassurer l'autre sur le fait qu'il n'est pas raciste ou islamophobe. À lui de faire ce chemin c'est pour qu'on se retrouve au milieu quelque part. Donc, c'est vraiment... Le discours entourant l'islamophobie, le devoir de le justifier, le devoir aussi de représenter cette catégorie de musulmans et de musulmanes qui ne génèrent pas d'islamophobie parce que ça serait de notre faute aussi, est très lourd à porter et c'est beaucoup concentré quand on arrive, parce que là, le panel, c'est à l'occasion du 5e anniversaire, quand même, on va se rappeler, triste anniversaire et lourd anniversaire d'un attentat terroriste et islamophobe qui s'est passé au Québec et qui a tué quand même 6 de nos concitoyens et que personne, paraît-il, ne voyait arriver, mais on voit quand même qu'il y a un construit qui vient de très loin. C'est très dur à vivre. Et à chaque année, invariablement, comme on organise les commémorations, invariablement, mais ça c'est la question qui se pose, à chaque fois on doit y répondre avec les autres co-porte-parole de l'organisation, est-ce que c'est encore pertinent de commémorer cette année-là? Chaque année, invariablement, on nous repose cette question-là et chaque année, invariablement, on ressort la même réponse du pourquoi, puis on est en train de justifier, puis de parler d'islamophobie, puis d'attentat, de terrorisme et tout ce qui va avec, mais invariablement, on nous repose cette question-là. Et donc, je trouve que quand même la discussion de ce soir est très pertinente à ce sujet-là parce que ça met quand même certains concepts clairement, mais c'est juste triste de se rendre compte que 5 ans plus tard, invariablement, on est encore en train de justifier qu'on ne traite pas la société québécoise d'islamophobe, de justifier pourquoi on commémore et de répondre à ces questions-là, et justement de faire encore cette sensibilisation-là autour des questions entourant l'islamophobie, comme ce que Monia et Khawla ont superbement fait, pour la replacer dans le fait québécois et dans le fait mondial et aussi dans le fait historique, parce que l'islamophobie n'a pas commencé le 29 janvier 2017. Merci beaucoup. Est-ce que Monia Mazir voudrait ajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions du public? Juste un petit mot à la lumière de ce que Khawla a dit. L'islamophobie n'est pas juste, et ça a été dit, je crois, par Khawla, ce n'est pas un aspect nouveau, ce n'est pas quelque chose aussi isolé, ça s'inscrit dans un contexte de racisme très clair. Et j'aimerais rajouter ici qu'il ne faut pas oublier que pendant des siècles, des années, on avait dit dans tout le Canada et dans toute l'Amérique du Nord que a good Indian is a dead Indian. Donc, un bon Indien, donc là, je ne l'utilise pas, je l'utilise comme c'est dit, mais donc un autochtone, une bonne personne autochtone,
c'est une personne autochtone morte. Donc, c'est ça l'invisibilité. Donc, le musulman n'est bon que seulement quand il n'est pas musulman, quand on lui enlève sa musulmanité. Donc, c'est un peu ça. Donc, on est bon quand on change son nom, quand on change son aspect, quand on ne va plus à la mosquée, quand on ne porte plus un hijab. Et donc, comme on n'est plus musulman finalement. Et là, donc c'est un peu dans un contexte de colonisation. Donc, on remet ça. Donc, ce n'est pas nouveau. On l'a dit auparavant pour les personnes qui ont fait ces lieux avant nous et qui ont été colonisées. Et on le dit aux autres communautés et on le dit aux musulmans. Donc, ça, c'est un peu le contexte général. Donc, si aujourd'hui les musulmans vivent l'islamophobie, et là je ne veux pas la justifier, c'est que aussi les autres communautés, les communautés noires, afro-canadiennes, les communautés On vient de vous perdre, Monia, je pense. Asiatiques subissent et subissent encore. Et donc, c'est ça. J'ai voulu juste ici insister sur il y a une ligne continue, malheureusement, et l'islamophobie s'insère dans cette ligne-là. Et si on veut lutter contre l'islamophobie, il faudrait déconstruire toute cette ligne-là, donc faire des cassures sur la ligne. Donc, c'est un peu ce que je voulais rajouter. Et aussi, j'aimerais rajouter un autre point, que l'islamophobie au Québec n'est pas aussi isolée. Elle s'inscrit dans une islamophobie canadienne et bien évidemment une islamophobie internationale. Parce que à chaque fois qu'on parle interprété comme du Québec bashing. Donc, on dit « Ah, vous vous attaquez au Québec, vous n'aimez pas le Québec, vous détestez le Québec. » Et donc, ça aussi, c'est une façon de dire... en anglais, on parle de wedge issue. Donc, on trouve une question qui va polariser, qui va créer un clivage. Donc, ou bien vous êtes avec nous, ou bien vous êtes contre nous. Ou bien vous nous aimez, ou bien vous nous haïssez. Donc, ou bien vous êtes... Donc, c'est ça, c'est toujours... on n'a pas vraiment de choix. Ou bien on est avec le Québec, ou bien on est avec les musulmans. On ne peut pas être à la fois musulman et québécois. Et c'est ça un peu toute cette question d'aujourd'hui d'islamophobie. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut être musulman québécois? Je pense que c'est une question très importante. Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être musulman québécois? Ces questions-là ne sont pas posées. C'est comme si on doit être québécois et tout court, alors qu'il y a différentes façons d'être québécois. Il y a différentes manières d'être québécois. Et donc, ce sont des questions qui sont un peu censurées, je dirais, de la sphère publique, qui font peur et que certains politiciens ne veulent pas en parler. Donc, c'est très important que l'islamophobie aujourd'hui s'inscrit dans un contexte canadien, dans un contexte international, et qu'elle ne soit pas seulement quelque chose qui concerne seulement le Québec ou qui concerne seulement le Canada. On est tous affectés aujourd'hui par l'islamophobie. Et s'il y aura une solution, il faudrait qu'elle soit une solution générale, une solution internationale, canadienne du moins.
Mais malheureusement, c'est devenu un peu aussi une question sous laquelle se cache une certaine, un discours politique qui dit « nous, on fait les choses différemment ». Donc, on fait des lois qui montrent qu'on est différent du reste du Canada, qui veut nous englober, qui veut nous assimiler. Donc, c'est très, très... la question musulmane est devenue un peu la face cachée de la question de l'indépendance du Québec. Donc, c'est très, très difficile aujourd'hui, sans que les musulmans, sans leur consentement, sans qu'ils disent oui, utilisez-nous comme la communauté qui va prouver que la société québécoise est une société différente, autonome, souveraine. Donc, c'est très, très compliqué. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra s'en sortir et que la communauté musulmane, même si je vois des assez prometteurs, ça reste quand même un problème très complexe que les politiciens, malheureusement, utilisent dans leur campagne électorale. Merci, Monia. Il est déjà 8h moins quart, donc je pense qu'on va tranquillement transiter vers la fin. Mais je veux vous remercier vraiment sincèrement, Mariam, Monia, Raoula, pour votre présence. En plus, Monia, il est tard pour vous, là. Donc, vraiment, sincèrement, merci beaucoup pour avoir partagé vos réflexions, pour votre sincérité aussi. C'est vraiment apprécié. Puis, j'ai vu passer dans le chat beaucoup de commentaires vraiment positifs de personnes qui devaient quitter un peu plus tôt, mais vraiment, merci beaucoup d'être venu parler d'un sujet qui tient à cœur à beaucoup de personnes, mais qui en même temps est vraiment invisibilisé. Mais dans le cadre de la semaine, dans le cadre de cette semaine, dans les commémorations des attentats, je pense que c'est vraiment important qu'on en parle, mais aussi dans le cadre d'autres moments aussi. Là. C'est une occasion aujourd'hui, mais n'arrêtons pas d'en parler. Je veux remercier Linda Kellil qui était au soutien technique pour la journée, la personne qui gère le Facebook Live et l'enregistrement. Merci beaucoup, Linda. Merci encore une fois à nos 3 panélistes, encore une fois, vraiment. Merci Fela d'avoir sauté à la dernière minute dans l'animation de ce panel-là. Merci à Martine Éloi aussi qui a participé à l'organisation de ce panel, tout le comité racisme de la Ligue aussi. Merci à vous, le public, pour votre participation. Malheureusement, on a un peu manqué de temps pour pouvoir répondre à vos questions, mais j'espère que ça vous a satisfait quand même parce qu'on a eu des échanges qui étaient vraiment très riches, là. Donc, merci à vous pour votre participation. Je vous invite encore une fois à devenir membre de la Ligue. On pourra remettre le lien dans le chat si ça vous intéresse de nous encourager à faire d'autres activités dans ce genre-là. C'est en devenant membre que vous allez pouvoir nous donner le meilleur appui. Et finalement, l'événement est, comme je disais, il était diffusé sur Facebook, sur notre page Facebook, donc la Ligue des droits et libertés, mais il va être aussi disponible par la suite en différé. Donc, merci beaucoup tout le monde, puis je vous souhaite une très belle soirée. Et prenez